bonsoir. Lundi 27 janvier, début d'une nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Bienvenue dans ce journal, voici les titres. C'était la première fois que l'événement prend place dans l'enceinte saint-quentinoise. Le salon de l'étudiant en Yvelines se déroulait samedi au Vélodrome National. Les jeunes avaient rendez-vous avec 80 exposants pour trouver leur orientation. Début novembre, le chapiteau de l'Arche était ravagé par les flammes à Chanteloup-les-Vignes. Quasiment 3 mois après, nous sommes retournés voir la compagnie des contraires qui occupait les lieux. Malgré l'incendie, l'association continue ses actions auprès des habitants. Et puis la page dédiée aux élections municipales à Villepreux, il fait partie des 5 candidats en lice. Le responsable départemental du MoDem, Jean-Baptiste Amonique, conduira Villepreux naturellement une liste divers. À suivre également dans ce journal, un festival en préparation à Saint-Quentin en Yvelines et puis ce qu'il faut retenir des résultats sportifs du week-end dans le département. Ce n'est pas à Versailles comme à l'accoutumée, mais au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines que s'est déroulé le salon de l'étudiant. 80 exposants présents samedi pour répondre aux interrogations d'orientation des jeunes. Le reportage de Manon Varaldo et de Nicolas Dandry. Choisir ses études, un moment pas toujours évident. Les élèves de première et terminale, accompagnés parfois de leurs parents, sont venus au salon de l'étudiant. Cette année, ce n'est pas à Versailles, mais au Vélodrome qu'il s'est déroulé. Le salon avait besoin de s'agrandir, donc on peut accueillir davantage d'exposants. Et après, il y a tout le côté pratique aussi qui est un plus, comme le parking. Plus de 5800 visiteurs sont venus découvrir les possibilités d'orientation. La majorité des secteurs de formation en enseignement supérieur étaient représentés avec une centaine d'exposants. Je m'intéresse au métier de l'informatique et tout ça. Et je suis venu voir qu'est-ce que je pourrais faire plus tard après mon bac, les BTS. Il va falloir se mettre sur Parcoursup. Mais d'après ce qu'on m'a dit, il vaut mieux postuler directement dans l'école qu'on souhaite pour avoir plus de réponses, plus de chances. Justement, cette école basée à Montigny-le-Bretonneux recherche des alternants pour la rentrée de septembre. Sur leur stand, une particularité, l'ouverture d'une licence cybersécurité. On entend au niveau des infos, au niveau des actualités, des grands besoins. Donc il nous a été demandé par les entreprises de pouvoir monter une licence en partenariat avec celle-ci. On aura les cours de tout ce qui est sécurité, base de données, traitement de l'information. Parmi les visiteurs, des étudiants ont perdu avec la nouvelle réforme du baccalauréat. Ces deux lycéennes en première sont inquiètes par cette réforme vague selon elles. C'est pas très clair, tout ce qui est orientation après post-bac. On essaye avoir Parcoursup aussi. On essaye au maximum de s'informer. Les élèves ont jusqu'au 12 mars pour faire leur choix d'orientation sur Parcoursup. Et toujours au chapitre éducation, une mobilisation ce lundi au lycée Jean Villard à Plaisir. Une partie des enseignants était en grève contre les E3C. Manifestation ce matin en présence d'une centaine de personnes. Le début de ces épreuves continues du nouveau baccalauréat était au programme aujourd'hui dans l'établissement. À noter une action similaire qui s'est déroulée au lycée des Sept-Mars à Maurepas. Le mois de janvier arrive bientôt à son terme, tout comme les traditionnelles cérémonies de vœux. Vendredi dernier, c'était la commune de Coignères qui réunissait habitants, élus et associatifs au salon Antoine de Saint-Exupéry. Dans son discours, le maire Didier Fischer, édile depuis 14 mois, a insisté sur l'importance du vivre ensemble et de la prise en compte de la transition écologique. C'était l'occasion aussi de dresser le bilan de 2019 et notamment d'un projet qu'il souhaite retenir. Écoutez. Un projet phare qui a été la fameuse navette scolaire, parce que c'était, je dirais, c'était pas gagné d'avance, c'était une manière de réunir nos quartiers, on a des quartiers excentrés donc pour la commune et où nous avions des enfants qui traversaient la nationale 10 à pied, qui allaient à l'école ou des parents qui les emmenaient en voiture, donc on avait des embouteillages devant les écoles, enfin c'était un vrai problème. Et devant les écoles, il y a moins de voitures, donc moins de pollution, donc d'un point de vue environnemental, c'est aussi gagnant. 3 mois après l'incendie du chapiteau de l'Arche, la compagnie des contraires continue ses actions. Il ne lui aura fallu qu'une semaine pour se relever et avancer. Un nouveau chapiteau devrait même être installé à la mi-mars. Une rencontre signée Marilène Yapichino et Jade Brun. Faire ici, maintenant, avec devise de la compagnie des contraires créée en 1991. Alors naturellement, l'incendie de l'Arche en novembre dernier n'allait pas les arrêter. On va couler encore autour la dalle, le jardin est en train de préparer, etc. Et nous allons monter un chapiteau en toile qui a été acheté en Belgique, qui doit arriver vers le mois de mars. Un chapiteau à 40 000 € financé grâce à l'aide de la région Île-de-France et son enveloppe de 100 000 €. Il viendra s'installer à côté du site sinistré avec pour objectif de pouvoir tenir le traditionnel festival annuel de cirque du 3 au 5 avril.
Amener de la culture, amener de la joie, de l'unité, de la fraternité et du respect. Ça, c'est le futur. En attendant, la Compagnie des Contraires continue ses nombreux projets. C'est une maison bleue. Et au plein cœur de la Noé, un chantier d'insertion redonne des couleurs à la place de l'échauguette avec de la mosaïque. Un chantier mené par une artiste qui travaille avec la compagnie depuis 16 ans. J'ai découvert cette ville avec Nilza Tomasi et je suis tombée amoureuse immédiatement. Pour moi, c'était un petit bout du Brésil. Toutes ces ethnies, toutes ces femmes, tous ces enfants dehors qui jouent et tout ça, c'est fantastique. Depuis 3 semaines, ces hommes ont appris l'art de la mosaïque. Un chantier qui rend la ville plus belle, leur apprend de nouvelles compétences et leur permet de travailler. Comme Mourad, qui enchaîne l'émission pour la compagnie depuis plusieurs années. On était obligé de continuer. Si on s'arrêtait, ils avaient gagné. Malheureusement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous continuez de faire des chantiers comme ça? Oui, chantier d'insertion, ouais, tout à fait. Avec eux. De toute façon, si c'est pas eux, il n'y a personne qui fait ça ici. Pendant que les morceaux de carreaux se dessinent, la Compagnie des Contraires recherche déjà de nouveaux projets et continue de ne regarder que devant elle pour le futur du quartier de la Noé. Le club de football de Magnanville, sous le choc, l'un de ses entraîneurs, un père de famille de 46 ans, a été placé en détention vendredi soir après des aveux. Il est soupçonné de viol, tentative de viol, agression sexuelle et corruption sur mineurs. Au moins 5 victimes sont identifiées aujourd'hui. Les faits remontent à 2017 et 2016 et ont été commis au domicile de l'homme et à son lieu de travail. Cet éducateur qui encadrait des jeunes de 14 à 16 ans avait été déjà condamné en 2008 pour des faits similaires. L'enquête est confiée à la Sûreté départementale des Yvelines. Dans l'actualité du positif aussi, rassurez-vous, avec un festival qui est en préparation à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Animasos a pour projet d'organiser Pulsation, un festival artistique et solidaire les 26 et 27 septembre prochains. On en parle avec 2 invités, Kenan de Salle de l'Air, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de projet et responsable programmation pour ce festival. Julien Denervaux, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes vous le responsable communication. Alors derrière ce projet, je l'ai dit, il y a une association, Animasos, dont on a déjà parlé ici. Animasos, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que cette association? Alors, Animasos, c'est un collectif d'associations, d'individuels et d'entreprises du territoire de Saint-Quentin en Yvelines, qui s'est créé en 2016 à la suite de longues réflexions sur le territoire et sur l'aspect artistique et culturel de Saint-Quentin en Yvelines, et sur ce qu'on pouvait faire à Saint-Quentin en Yvelines avec les dirigeants associatifs et toutes les personnes de bonne volonté pour monter des projets. Avec des actions comme La Bulle, qui est un espace associatif au sein du centre commercial Espace Saint-Quentin. Là, pourquoi cette fois-ci avoir eu l'idée de créer un festival? En fait, le principe du festival, c'est qu'on s'est appuyé sur la proposition numéro 10 d'un avis à la culture qui était sorti en 2014, qui était d'initier un événement culturel fédérateur fort sur le territoire de Saint-Quentin. Et après avoir discuté avec bon nombre d'artistes professionnels et amateurs du territoire, avec des associatifs, etc., on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, sur le territoire de Saint-Quentin, à part le festival de la Tour Méléouate, il n'existe aucun autre événement culturel fédérateur fort. Et donc l'idée, c'était de créer un événement de rentrée à Saint-Quentin en Yvelines, ce festival qui est le festival Pulsation qui verra le jour. Et ça fait un moment que vous travaillez dessus, Julien? Ça fait déjà 18 mois qu'on travaille sur ce festival, et là on va être sur un festival de 2 jours, festival musical avec des artistes à la fois reconnus mais aussi des talents émergents, où il y aura un tremplin autour du festival, et on aura également aussi un village artistique et solidaire qui va être... que vont faire vivre les associations du territoire le jour du festival, donc les 26 et 27 septembre 2020 prochains. Donc avec 2 volets, notamment sur la programmation musicale, l'idée c'est d'associer des talents locaux avec des artistes d'envergure plus nationale, c'est ça? Tout à fait, l'idée c'est d'avoir une programmation professionnelle d'artistes reconnus. Enfin, certains appellent ça des têtes d'affiche, alors après, on met chacun la barre où on veut, et avec un tremplin d'artistes locaux, d'artistes émergents du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Pour le moment, on reste à Saint-Quentin en Yvelines sans ouvrir trop les portes, parce qu'il y a déjà beaucoup de groupes à Saint-Quentin en Yvelines qui vont vouloir participer. Donc un appel à projet va être lancé pour les groupes, pour ce tremplin qui aura lieu fin mai, début juin, a priori. Le lieu du festival, l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, pourquoi ce lieu? Pourquoi centrer ce lieu? C'est un lieu historique, un lieu emblématique de Saint-Quentin-en-Yvelines. Kenan pourrait compléter ce que je dis aussi, je pense. Tout à fait. En fait, historique parce que c'est l'étang de Saint-Quentin qui a donné le nom à Saint-Quentin-en-Yvelines. Sinon, ça aurait dû s'appeler la ville nouvelle de Trappes. Géographique parce qu'on est en plein centre avec tous les axes autour, la gare à côté, etc. Et puis pour nous, c'est aussi un lieu très symbolique parce que l'île de loisirs, c'est un lieu qui est présent depuis des années et qui aujourd'hui voit quand même la population saint-quentinoise y aller souvent le week-end, mais peu à d'autres moments. Donc l'idée, c'est aussi de redynamiser le lieu avec un événement
pour les habitants de Saint-Quentin. Et ce sera d'ailleurs le premier festival musical à l'île de Loisirs. D'accord. Une dernière question, où en sont justement les discussions avec l'île de Loisirs, avec l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines? Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir bénéficier de ce lieu, de pouvoir organiser le festival sur place? Oui, c'est avec grand plaisir qu'on peut dire que nous sommes à 2 doigts de la signature de la convention avec l'île de Loisirs. Donc le festival aura bien lieu à l'île de Loisirs. Le festival est en bonne voie. D'ailleurs, on en profite aujourd'hui pour lancer la communication du festival. Merci de nous accueillir, puisque on peut annoncer que le festival va avoir lieu les 26 et 27 septembre 2020. Et on remercie Saint-Quentin en Yvelines pour son implication, puisqu'ils nous soutiennent de nombreux niveaux sur le projet. Et il y aura beaucoup d'informations qui seront dans un événement sur Facebook. Donc en ce moment, vous pouvez taper Festival Pulsation dans Facebook. Il y a des filtres que vous pouvez mettre sur votre photo de profil, plein d'infos qui seront passées sur la programmation et toutes les avancées du festival, parce que ça va être une des particularités aussi. On a décidé de faire vivre un petit peu les coulisses aux habitants de Saint-Quentin pour montrer comment les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines font pour organiser un festival sur leur territoire. Festival Pulsation, donc en préparation les 26 et 27 septembre prochains à l'île de Loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Merci à vous deux d'être venus en parler en plateau. Comme un petit air de Comic-Con, ce week-end, le centre Alfred de Vigny à Voisins-le-Bretonneux organisait son 2e salon dédié à la pop culture, jeux de société, concours de cosplay, initiation aux jeux Warhammer était au programme. Retour sur l'événement avec Mélanie Poquier et Michael Elmidoro. La magie était de retour à Voisins-le-Bretonneux. Les apprentis sorciers ont à nouveau dû déjouer les mystères pour sauver Poudlard. Bière au beurre ou potion, pour la 2e édition des Alfred Heroes Day, le monde de Harry Potter était bien présent avec la Gazette du Sorcier qui fête ses 20 ans cette année. Comme on est complètement bénévole, notre but c'est d'apporter un peu des animations, de l'expertise aussi. On parle avec les fans, c'est ça qui est cool, c'est de pouvoir discuter de Harry Potter avec les gens qui passent et de montrer le site aussi. Des sorciers, des mangas, des super-héros, la pop culture était représentée sous toutes les coutures ce week-end. J'ai déjà 2 artistes qui sont venus d'eux-mêmes pour exposer au centre avec une vraie culture pop culture. Les idées fusent et on a beaucoup plus de soutien de nos partenaires pour rassembler les jeunes, pour leur permettre de s'exprimer, de s'amuser sur 2 jours qui leur sont dédiés au centre. Un 2e salon où les codes de la pop culture étaient présents jusque dans le concours de cosplay. Les organisateurs planchent déjà sur une 3e édition. Les principaux résultats sport du week-end avec Michael Elmidoro. Bonsoir. Bonsoir Grégory. Journaliste sport de la rédaction de TV78, du rugby pour commencer avec le championnat de Fédéral 3. Un choc au programme de la 14e journée. Versailles recevait Bobigny au stade de Porchefontaine, 2 équipes au coude à coude dans la course au top 4 en fin de saison. Malmenés en début de match, les Versaillais concèdent rapidement des points et sont menés 13-0 au bout de 22 minutes de jeu. Les Bleus arrivent à revenir dans la partie avec un drop inscrit, le score à la pause 13-3. En seconde période, Versailles pousse à la faute les joueurs de Bobigny. Les joueurs de la Cité Royale marquent un essai, les Versaillais reviennent à hauteur et marquent cette nouvelle pénalité dans les toutes dernières minutes du match. Score final 16-13 pour Versailles. On écoute la réaction du coach. Les garçons ont eu du cœur, ils ont trouvé les solutions et avec du mouvement et de l'intensité, on a réussi à passer devant sur la fin de match. Versailles est désormais 3e avec 41 points et peut rêver plus grand et pourquoi pas une qualification en phase finale en fin de saison. Du handball pour continuer, le championnat national 3 est là aussi une victoire. Oui, mais cette victoire a eu également un peu de mal à se dessiner pour les jaunes et noirs de plaisir. Les joueurs devaient impérativement battre Thionville à domicile ce samedi 25 janvier pour s'éloigner de la zone de relégation. Ce match commence pourtant mal pour les locaux. Les visiteurs mènent rapidement 9-6 face à des Plaisirois sans solution. En deuxième période, Plaisir accélère et se détache. Les joueurs comptent jusqu'à 10 buts d'avance après 15 minutes de jeu. Thionville ne reviendra pas. Score final 30-24. On écoute la réaction du capitaine Benjamin Modeste. Ça fait du bien d'avoir les 3 points parce que c'était l'objectif. En gagnant ce match, on leur passe devant au classement. Et niveau comptable, ça fait vraiment du bien. Donc au final, la manière, c'est en second plan et on voit qu'on fait une excellente deuxième mi-temps. Et donc voilà, pour la finalité, c'est bien pour le groupe. Au classement, Plaisir est aujourd'hui 8e avec 1 point de plus que son adversaire du jour et s'éloigne de la zone de relégation. Prochain match pour confirmer ce samedi 1er février contre Villemomble, toujours à domicile. Grégory. Merci Mickaël, on vous retrouve bien sûr pour d'autres résultats dans votre émission Le 7-8 Sport après ce journal. Et même si ce n'est pas les Yvelines, petit clin d'œil à cette légende qui vient de nous quitter, Kobe Bryant, qui est mort dans un accident d'hélicoptère hier en compagnie de sa fille Gianna et aussi de d'autres personnes.
La page dédiée aux élections municipales, direction les Clés-sous-Bois pour connaître les enjeux du scrutin dans la ville. Réhabilitation, mixité de logements, stationnement, sécurité ou encore diminution du nombre de médecins. Le point avec Manon Varaldo. Que deviendra l'ancienne halle du marché communal, une des questions d'aménagement de la ville? Après la réhabilitation des écoles, place à la problématique de sécurité aux abords, mais aussi dans la ville, faut-il poursuivre le déploiement de la vidéoprotection? Les objectifs de logements sociaux ne sont pas encore totalement remplis dans la commune. Il est de 24,6% pour un objectif fixé par la loi de 25% d'ici 2025. Les 0,4% représentent une cinquantaine de logements aux Clés-sous-Bois. Des futurs logements vont sortir de terre en 2021. Autre enjeu, un manque de stationnement dans le centre-ville mais aussi autour de l'espace socio-culturel Philippe Noiret. Beaucoup sont devenus payants. Même problématique aux alentours du centre commercial One Nation qui possède la plus grande parapharmacie à outlet de France où la circulation est dense. Le centre devra faire face à la future concurrence du centre commercial Open Sky à Plaisir. A contrario, les Clésiens espèrent des embauches avec l'ouverture de ce centre Open Sky prévu pour avril 2020. Autre chantier, le centre de recherche et développement en Datos devrait se conclure à l'été 2020. Leur mission, l'innovation dans le domaine de l'ordinateur quantique et de la cybersécurité. 100 emplois seront créés. Enfin, une crainte pour les habitants, la diminution du nombre de praticiens et les départs en retraite non remplacés. La création d'une maison de santé pluridisciplinaire est souhaitée pour pallier cette pénurie de médecins. Pour terminer ce journal, un invité avec moi, Jean-Baptiste Amonique. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le délégué départemental du MoDem dans les Yvelines et vous conduirez la liste d'hiver Villepreux naturellement pour ce scrutin des municipales. Déjà, pourquoi vous vous engagez dans cette bataille des municipales à Villepreux ? Écoutez, ça fait 10 ans que je suis engagé sur la commune, notamment par le biais de l'associatif, et puis une volonté de poursuivre cet engagement, notamment en m'impliquant davantage dans la vie de la cité, avec justement les membres du collectif Villepreux naturellement. Et puis il ne vous aura pas échappé qu'on a vécu une fin de mandat un peu chaotique, donc c'est aussi une offre que nous allons proposer aux Villepreusiens, une alternative pour sortir, j'allais dire, d'une crise municipale et institutionnelle par le haut, avec un véritable projet que nous allons proposer et que, en tout cas, nous nous attelons à proposer sur le terrain dans une démarche de proximité et d'écoute. Avec de vives tensions au sein de la majorité municipale. Alors le Parisien, en octobre, nos confrères du Parisien disaient que la candidature devait être menée à la base par le maire sortant, Stéphane Mirambeau, qui conduira une liste de son côté. Pourquoi ne pas partir avec lui, finalement, à cause de ce contexte dont vous parlez ? Oui, pas uniquement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une rupture aujourd'hui qui est de l'ordre de l'éthique, il faut quand même le dire. Aujourd'hui, notamment avec des élus de l'ancienne majorité, parce qu'il n'y a plus de majorité, il faut quand même le savoir, au conseil municipal de Villepreux actuellement, s'est posé la question de ce que nous pouvions faire, nous, pour la commune. Donc on aura l'occasion de parler du projet juste après. Mais moi, je ne peux pas accepter aujourd'hui que dans une commune comme Villepreux, je ne peux pas accepter en tout cas que la réputation de la ville soit entachée, même si je mets de côté les affaires juridiques et les affaires... Une plainte est toujours en cours d'instruction pour harcèlement sexuel. Tout à fait, mais en termes d'image et en termes d'éthique, en tout cas, c'est pas comme ça que nous concevons l'engagement politique et l'engagement local. Donc on se devait en tout cas de proposer quelque chose. Sur votre liste d'ailleurs, alors il y aura diverses sensibilités, mais aussi d'anciens élus de la majorité, justement. Tout à fait. Plusieurs élus de l'ancienne majorité, dont 5 anciens adjoints, qui ont mené des actions structurantes et concrètes pour la commune, donc qui sont aussi comptables d'une partie du bilan. Moi, je juge le bilan positif sur bien des aspects. Je pense qu'on peut aller encore plus loin, qu'on peut, j'allais dire, enclencher une nouvelle dynamique pour la commune. Donc je suis très heureux de les avoir avec moi, à mes côtés. Et puis des nouveaux Villepreusiens issus du monde associatif, des Villepreusiens qui sont reconnus pour leur engagement sur la commune depuis de nombreuses années et d'autres qui viennent d'arriver, donc qui apportent aussi un regard nouveau, un œil critique. Et ça, c'est plutôt positif. Un collectif intergénérationnel aussi qui représente l'ensemble des quartiers, et ça c'est important, d'avoir un maillage de l'ensemble de la commune. Et puis oui, cette volonté d'agir ensemble autour de propositions très concrètes et réalistes, parce qu'on a un contexte budgétaire contraint et restreint. Et évidemment, il faudra avoir ça en tête et ne pas, j'allais dire, se prendre au jeu d'un concours Lépine de la proposition la plus sexy, passez-moi l'expression, mais qui ne pourrait pas forcément être réalisable ou finançable. On va parler de vos 15 propositions dans un instant, les 15 premières propositions qui ont émergé. Je le disais, vous êtes le délégué départemental du MoDem. Il y a aussi La République En Marche qui vous soutient, le MoDem également. Votre liste sera bien d'hiver. Pourquoi aussi ce choix de faire une liste
d'ouverture, une liste d'hiver? Tout à fait, ça me permet de, non pas de clarifier, mais de dire les choses en tout cas comme je l'entends. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas cacher qui on est, il ne faut pas cacher son étiquette politique. Moi, j'ai un engagement personnel individuel qui est au MoDem, je ne le cache pas. Ça fait 10 ans que je suis impliqué en politique, mais la liste sera diverse. Pourquoi diverse? Parce que oui, nous avons reçu le soutien de La République En Marche, mais d'autres partis, ce n'est même pas une liste, j'allais dire, de la majorité présidentielle. Nous sommes soutenus par des partis comme Génération Écologie ou d'autres formations politiques qui sont, j'allais dire, en opposition au gouvernement au niveau national, ce qui montre bien que notre démarche est une démarche de rassemblement large qui va globalement de la droite jusqu'au centre-gauche, en passant, je le disais, par l'écologie politique. Donc ce n'est pas une liste de partis, ce n'est pas une liste partisane, mais je pense que quand on a un engagement politique personnel, il ne faut pas le cacher pour une élection municipale, surtout quand il est déjà connu, j'allais dire, à l'échelon local et départemental. Donc voilà, c'est une liste diverse qui regroupe plusieurs sensibilités et je pense que c'est aussi ce qui fait cette force de ce collectif. Et pour construire vos propositions, votre programme, vous avez mené d'abord une enquête auprès des Villepreusiens, 400 y ont participé. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette enquête? Alors oui, tout à fait, 400 réponses à notre questionnaire citoyen que nous avons porté directement en porte-à-porte justement auprès des Villepreusiens, puis sur le terrain depuis le mois d'octobre, ce qui correspond globalement à 10% des foyers de la commune, ce qui est pas négligeable. Ce qu'il en ressort, et j'allais dire, ça correspond aux attentes et ça correspond aux priorités que nous avions identifiées pour la ville. D'abord la préservation de l'environnement, du cadre de vie au sens large et de la biodiversité. Donc ça, on a évidemment des propositions qui vont répondre à ces attentes et à ces préoccupations. Le deuxième sujet, c'est l'attractivité de la commune, non pas le développement économique, mais la vie sociale au sens large. Et j'allais dire que le commerce de proximité en fait partie. Donc pareil, on attend de nous d'accompagner davantage nos commerçants, de développer une vraie politique économique sur la commune, tout en restant à taille humaine. C'est pour ça que cet espace collaboratif qu'on a proposé a été assez largement plébiscité dans l'enquête. Et puis, dernier sujet, et non pas des moindres, la sécurité, et notamment la lutte contre les incivilités. Ça va mieux à Villepreux depuis plusieurs années, mais il y a encore des pistes, des réflexions à mener. Et là, on aura des propositions, mais je pense qu'il faut déjà commencer aussi par renforcer notre police municipale et peut-être en partenariat, en coopération avec des communes voisines. Alors le fait d'associer finalement les habitants, de faire de la démocratie participative, ça fait partie des 15 premières propositions que vous avez sorties ce week-end. C'est un sujet qui revient souvent, la démocratie participative dans les élections municipales. Comment vous comptez, si vous êtes élu, comment vous comptez associer les habitants à la décision communale, justement? Alors effectivement, c'est ce qui ressort de notre enquête. Nous, on a annoncé la couleur d'entrée de jeu, c'est-à-dire que, et c'est le slogan tout d'ailleurs de notre liste, c'est un projet citoyen pour la ville de demain. Donc sur cette partie, justement, un projet citoyen, on considère qu'aujourd'hui que les élus, j'allais dire, sachant qui arrivent, notamment ceux qui sont en place depuis un moment, en disant voilà, il faut faire ci, il faut faire comme ça, prendre tel chemin, et en proposant un projet, en disant c'est à prendre ou à laisser, on considère que c'est plus la façon de faire la politique aujourd'hui. Donc cette enquête, elle nous a permis déjà d'être dans une démarche de participation active et même de co-construction du projet avec les Villepreusiens. Et évidemment, après l'élection, ça a vocation à être pérennisé. Deux exemples, Agora, Villepreux Agora, qui sera un rendez-vous mensuel. Un rendez-vous mensuel de rencontre des élus et des Villepreusiens, notamment pour avoir une information descendante sur ce qui peut se passer au niveau de la vie municipale, au niveau des projets en cours, mais aussi toujours pour s'imprégner des remontées du terrain et des attentes. Il faut toujours pouvoir, j'allais dire, se remettre en question pour avancer. Et un autre mécanisme, un autre outil de participation citoyenne, le budget participatif, que nous chiffrerons dans les prochaines semaines, mais entre 35 et 50 000 euros annuels, où là, nous nous engagerons à financer, après évidemment une étude de faisabilité juridique financière, sans juger de l'opportunité, à financer des projets des acteurs du terrain. Et vous parliez tout à l'heure de la transition écologique, ça peut rentrer dans ce cadre-là. Vous souhaitez mettre en place un plan vélo à Villepreux, comme on peut le voir se mettre en place au niveau régional. À l'échelle locale, un plan vélo, ça pourrait ressembler à quoi? Tout à fait. Alors c'est un plan vélo, c'est une demande aussi. Nous avons commencé à regarder concrètement comment il pourrait se constituer sur la ville, ce qui me permet de dire juste deux mots de la ville justement de demain. La ville de demain, c'est une nouvelle offre de mobilité, c'est des aménagements éco-responsables, des mobilités durables, des mobilités douces. Il faut qu'on arrive à répondre à une problématique qui n'est pas nouvelle sur Villepreux, qui est due à la façon dont Villepreux, j'allais dire, c'est fait au travers des années, qui est un éclatement en fait des différentes centralités des quartiers. Le plan vélo serait aussi l'occasion de pouvoir relier certains quartiers entre eux et d'avoir une convergence aussi vers le centre-ville. Ça, c'est une demande. Ce plan vélo, il sera évidemment élaboré en concertation à la fois avec la population villepreusienne et puis avec les partenaires associés, parce que l'idée, c'est d'avoir un plan vélo aussi qui nous permette d'aller en dehors des murs de Villepreux, en tout cas qui permette de rejoindre des commodités et des axes et des infrastructures stratégiques. Donc il faudra travailler avec le département, avec Saint-Quentin et puis avec la région également. Mais développons d'abord les infrastructures.
avant d'avoir, j'allais dire, des mécanismes incitatifs, par exemple la prime que Saint-Quentin peut avoir sur l'achat ou la location de vélos, d'abord les infrastructures, et puis après on pourra aller un peu plus en avant sur cette question-là. D'autres propositions, très rapidement, en 30 secondes, qu'est-ce que vous avez envie de retenir des 15 premières Vous l'avez évoqué, l'environnement, ça fait partie de notre ADN, mais au sens large. L'environnement, aujourd'hui, ce n'est plus seulement le cadre de vie, c'est-à-dire la propreté, l'entretien des espaces verts. C'est une vraie réflexion à avoir sur comment on pense justement cette ville de demain, ce que j'évoquais. C'est l'économie circulaire, les énergies renouvelables, donc tout un tas de propositions que nous allons détailler dans notre projet. Et puis sur l'aménagement, moi je pense que les aménagements des années passées étaient nécessaires. On ne parlera sûrement pas ce soir du projet de la centralité, mais des aménagements qui ont permis à la fois à la ville de se développer et d'assainir les finances, mais aujourd'hui il faut qu'on arrive à impulser une nouvelle dynamique, qu'on soit sur un second souffle, c'est-à-dire non plus des aménagements comme on les a connus, mais vraiment un respect en tout cas des terres agricoles, des espaces boisés, ce qui était aussi déjà le cas, mais voilà, vraiment se concentrer sur la ville, sur l'existant. En tout cas, nous, ce qu'on porte, toutes nos propositions seront réalistes et chiffrées, et les équipements qui devront voir le jour, parce qu'ils correspondent à des attentes des Villepreusiens, on souhaite le faire en repartant de l'existant, et notamment en partant de ce qui est déjà dans le giron communal en termes de bâtiments publics, et pas forcément en développant la ville davantage. Mais il faut toujours garder en tête qu'une ville est une entité vivante, et elle est en constante évolution. Et on retrouve vos prochains rendez-vous de campagne, comme ceux de l'ensemble des candidats à Villepreux sur le site internet de TV78. Merci Jean-Baptiste Amonique. Je rappelle que vous êtes candidat à Villepreux, tête de liste de Villepreux naturellement. 4 autres listes seront en lice. Celle du maire sortant Stéphane Mirambeau, de son ex-adjointe Sylvie Sevin-Montel, la candidature également de Valérie Bain, enfin celle de Kouros Golgolab. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée sur TV78.